C'est l'histoire d'un commandant hors du commun qui a marqué l'histoire à travers ses conquêtes. Suite à la mort de son père, Alexandre hérite du trône et devient ainsi le roi de Macédoine à seulement 20 ans. Une fois la Grèce pacifiée et sous son contrôle, Alexandre reprend le projet de son père. Unifier la Grèce autour du royaume de Macédoine en conquérant l'Asie pour faire face à la menace perse. En 334 avant Jésus-Christ, Alexandre pénètre en Asie avec plus de 37 000 soldats macédoniens et grecs, en traversant l'Hellespont, le détroit qui relie l'Asie mineure à l'Europe. Après leur victoire à la bataille du Granique, Alexandre et ses troupes avancent à travers l'Anatolie, prenant le contrôle des villes côtières. Pendant ce temps, Darius rassembla ses troupes et décida de prendre les choses en main en affrontant en personne Alexandre sur le champ de bataille. Les deux armées se retrouvèrent alors au sud de la ville d'Issos en 333 avant Jésus-Christ, dans une étroite plaine côtière. Malgré le désavantage numérique significatif, les phalanges macédoniennes résistent face à la supériorité perse. Une fois de plus, Alexandre montre sa supériorité stratégique et la puissance de son armée aux Perses. Après la victoire d'Alexandre à Issos, toutes les villes de la région se sont rendues et prêtèrent allégeance au nouveau roi, à l'exception de la ville de Tyr. Il ne restait plus qu'une seule ville en Phénicie sous le contrôle perse, la ville de Tyr. C'était l'une des villes les plus fortifiées de l'Antiquité, ainsi que l'une des plus riches et des plus influentes des cités phéniciennes. Alexandre décida d'assiéger la ville malgré le fait qu'il avait conscience des efforts nécessaires pour la conquérir. Face à l'atout géographique de la ville, Alexandre décida de modifier l'environnement afin qu'il soit en sa faveur. Il ordonna donc la construction d'une digue entre l'ancienne et la nouvelle Tyr. Mais il réalisa surtout qu'il ne pouvait pas gagner le siège sans l'aide d'une flotte navale. Il demanda alors aux flottes des cités phéniciennes qu'il avait déjà conquises de se rallier à lui. Les béliers des navires réussirent à effondrer les murs, rendant la ville visible aux assaillants. Encore une fois, il mena l'attaque aux côtés de ses hommes et malgré la défense tyrienne, ils réussirent enfin à se frayer un chemin vers la ville. Ce fut le début du carnage. Épuisés par 7 mois de siège, les Macédoniens massacrèrent près de 8000 Tyriens dans la journée. Alexandre poursuit alors ses conquêtes et progresse en direction de l'Égypte, rencontrant sur son chemin une seule ville qui lui résiste, Gaza. Après un siège de près de 2 mois, il parvient à prendre le contrôle de la cité et arrive en Égypte. Après ses victoires à Tyr et à Gaza, Alexandre entre en Égypte et y reste 6 mois. Depuis le 6e siècle avant Jésus-Christ, l'Égypte a subi de nombreuses invasions grecques et perses. C'est pourquoi lors de son entrée en Égypte en décembre 332 avant Jésus-Christ, Alexandre fut accueilli en libérateur. L'Égypte, sous domination perse, était également organisée en satrapie. Face à la notoriété des prouesses du conquérant, le satrape perse Masacès remet alors la souveraineté de l'Égypte sans combattre, ce qui marque la fin de la domination perse en Égypte. Alexandre le Grand prive alors les Perses d'une façade maritime, ce qui leur permettait notamment de recruter des mercenaires grecs dans leurs troupes. Une fois arrivé à Memphis, considéré comme la capitale de l'Égypte, il fait des sacrifices en l'honneur des dieux égyptiens et est par la suite proclamé pharaon. Ces actes témoignent encore une fois d'une forte diplomatie, car il respecte les croyances locales sans imposer les coutumes de son pays. À travers son périple, ses qualités diplomatiques contribuent à renforcer sa renommée et son image. Alexandre part ensuite en pèlerinage à l'oasis de Siwa, où est situé le temple d'Amon-Ré, dédié à la divinité égyptienne suprême. C'est là qu'il rencontre l'oracle de Zeus, Amon, qui le confirme comme le descendant direct du dieu suprême en raison d'une erreur de prononciation. En effet, l'oracle voulait saluer Alexandre en grec, et au lieu de dire « Païdion », mon fils, il prononça « Païsdios », qui signifie « fils de Zeus ». La rumeur se répand alors, renforçant ainsi l'image du conquérant désigné comme le fils de Zeus par l'oracle. Cet événement va faire d'Alexandre un demi-dieu aux yeux de tous. De retour à Memphis, Alexandre est officiellement couronné pharaon dans le temple de Ptah. Dans l'Égypte ancienne, les pharaons légitimes doivent être des descendants directs ou indirects du dieu suprême Amon-Ré.
Les prêtres égyptiens reconnaissent ainsi et acceptent cette filiation divine entre Alexandre et Amon-Rê grâce à ses victoires considérées comme miraculeuses. Ce couronnement a une importance significative et contribue à renforcer l'image impressionnante du conquérant. Il consolide son pouvoir en Égypte et renforce sa légitimité aux yeux de la population locale. Une fois pharaon, Alexandre décide de reconstruire les temples d'Amon, de Luxor et de Karnak, et gagne un prestige considérable envers les Égyptiens. Il dessine les plans de la ville d'Alexandrie, située sur la rive gauche du delta du Nil, qui deviendra plus tard un véritable centre commercial et permettra d'alimenter la Grèce en nombreuses ressources. Avant de reprendre les hostilités contre les Perses en Orient, il réorganise l'Égypte, car il est conscient de ses richesses. Il confie alors le contrôle du pays à son général Ptolémée, qui fondera par la suite la dynastie des Lagides, qui régnera sur l'Égypte jusqu'à l'arrivée des Romains en -31 avant Jésus-Christ. Cléomène de Naucratis assurera les finances du pays en raison de sa connaissance approfondie de la région. Pendant ce temps, la flotte perse est vaincue en mer Égée, mais la situation se complique en Grèce. Le régent de Macédoine, Antipater, fait face aux Spartiates d'Agis III. Alexandre, confiant dans les capacités de son gouverneur, poursuit sa marche vers l'Est. Il accorde alors de nombreuses faveurs et financements aux cités grecques grâce aux richesses de l'Égypte pour les inciter à rester loyales. Le conquérant quitte alors l'Égypte avec son armée, accompagné de la famille de Darius, et s'avance vers la Mésopotamie pour rejoindre la ville de Babylone. Il se lance alors dans un long périple épuisant et traverse les grands fleuves de l'Euphrate et du Tigre. Grâce à ses éclaireurs, Alexandre apprend que l'armée de Darius l'attend dans l'immense plaine de Gogamélès à environ 100 km de la cité d'Arbélès. Après plusieurs jours de repos, le conquérant dirige ses troupes vers une bataille finale décisive contre les Perses, malgré la supériorité numérique considérable. L'endroit de la bataille n'a pas été choisi au hasard. Le roi perse, soucieux de ne pas répéter l'erreur stratégique d'Issos, a minutieusement choisi un terrain qui l'avantageait. Cette vaste plaine offrait à son armée l'avantage stratégique d'encercler les troupes du conquérant grâce à sa supériorité numérique. Il a ordonné le nivellement des collines environnantes et le retrait des obstacles sur le champ de bataille afin d'avoir un terrain optimal pour le déploiement de ses chars de guerre. Il a même envoyé une cavalerie légère incendier les alentours afin d'éviter de laisser des sources de ravitaillement pour l'armée macédonienne après leur long périple depuis l'Égypte. L'armée de Darius compte environ 100 000 hommes, provenant des 4 coins de son royaume, notamment de Cappadoce, d'Ossyrie, de Médie, de Parthie ou encore de Bactriane. Elle est structurée en 2 blocs rangés sur 2 lignes parallèles. Sur le flanc droit, on retrouve la cavalerie, avec plus de 10 000 hommes, dont l'objectif est d'encercler l'armée macédonienne dirigée par le général perse Mazaios. Darius est situé au centre, entouré par les Mélophores, également connus sous le nom des Immortels. Ces 10 000 soldats d'élite constituaient la garde personnelle des rois perses. 200 chars et 15 éléphants de guerre venant d'Inde étaient disposés en ligne devant les 2 immenses blocs. Même si l'armée de Darius était imposante, son infanterie légère était mal équipée par rapport à celle de l'armée macédonienne. L'armée du conquérant, quant à elle, compte environ 50 000 hommes et était pratiquement similaire aux batailles précédentes. Au centre, on retrouve l'imposante phalange macédonienne, constituée de 16 000 piquiers avec leurs lances de plus de 6 mètres, accompagnés de leurs boucliers imposants. Derrière la phalange se trouve l'Agéma, composée d'un mélange d'infanterie et de cavaliers, commandé par Clétos. On retrouve 3 000 hypaspistes, des fantassins d'élite similaires à des hoplites grecs, et 8 000 peltastes, une infanterie légère comprenant des lanceurs de javelots. Des archers sont également présents de part et d'autre de la phalange. La cavalerie lourde, les Thessaliens, dirigés par Parménion, se trouvent sur le flanc gauche, tandis que les compagnons, sous le commandement d'Alexandre, occupent l'autre flanc. Les 2 armées se font face le 1er octobre 331 avant Jésus-Christ. L'armée d'Alexandre avance face à un brouillard épais qui cache les troupes de Darius. La brume commença à se dissiper, révélant progressivement l'imposante armée perse qui se dressait en face. Alexandre, conscient de la supériorité numérique de son adversaire, réalise qu'il ne pourra pas utiliser sa stratégie habituelle du marteau et de l'enclume. Ce sont les Perses qui commencent l'offensive avec la charge de leur cavalerie. L'objectif de Darius est clair, exploiter leur supériorité numérique et tirer parti du terrain pour encercler l'armée du conquérant.
Alexandre avait anticipé cette tactique et décide alors de déplacer ses troupes en diagonale, adoptant une formation en escalier afin d'empêcher les Perses de prendre l'avantage. Face à ce déplacement, l'armée perse réagit et se décale vers la gauche pendant que leur cavalerie charge le flanc gauche macédonien. Darius donne l'ordre d'attaquer la phalange adverse avec son arme redoutable, ses chars aux essieux à faux. Leurs roues, équipées de lames, constituaient une menace redoutable, fauchant tout sur leur passage. La phalange macédonienne se trouve alors confrontée à la charge imposante de 200 chars, suivie de 15 éléphants de guerre. Une pluie de projectiles s'abat sur les engins de guerre, mais ne suffit pas à stopper leur progression. Dans une tactique réfléchie, la phalange se déploie, créant des couloirs dans ses rangs pour permettre le passage des chars tout en pointant les lances dans leur direction. Face à cette menace, la majorité des chevaux tirant les chars se dirigent vers ces ouvertures, ce qui permet aux Macédoniens de les neutraliser efficacement. Malgré quelques blessés, l'une des plus grandes menaces est facilement maîtrisée. Les éléphants de guerre subissent le même sort. Même s'ils font face pour la première fois à des éléphants de guerre, les troupes macédoniennes ne sont pas impressionnées et parviennent aisément à les repousser grâce à leurs javelots. Une fois de plus, malgré les avantages significatifs de l'armée perse, la supériorité tactique, stratégique et militaire du conquérant prennent le dessus. Une fois les chars et les éléphants neutralisés, Alexandre peut alors mettre en place son objectif principal, foncer au centre de l'armée perse pour affronter Darius. Il avait conscience qu'il ne pouvait pas remporter la bataille car les Perses étaient beaucoup trop nombreux. Mais une fois le roi vaincu, il savait que son armée se rendrait. Darius, après cet échec, déploie une grande partie de son infanterie qui fait face à celle du conquérant. Alexandre, à l'aide des compagnons, arrive à désolidariser l'infanterie perse, ce qui lui permet de créer plusieurs brèches. Il charge alors vers le centre de l'armée perse où se trouvent uniquement les immortels qui protègent le roi Darius. Le roi perse remarque ce mouvement et ordonne à sa cavalerie de charger le conquérant. Mais Alexandre et ses compagnons changent de direction pour attirer la cavalerie perse vers les Peltastes. Ce mouvement permet ainsi de libérer la cavalerie macédonienne et de bloquer la cavalerie adverse. Alexandre, débarrassé de toute menace et face à la vulnérabilité du centre perse, relance l'offensive vers Darius. Face à cette situation, le roi perse, pris de panique, prend la fuite avec sa garde personnelle. Pendant ce temps, alors qu'Alexandre prend le dessus sur le flanc droit, Parménion rencontre des difficultés sur le flanc gauche contre le satrape perse Mazaios, qui arrive à prendre l'avantage. Il fait une brèche dans les rangs des Thessaliens et ouvre ainsi un passage vers le camp macédonien. Il saisit l'opportunité et ordonne à une unité de cavalerie d'attaquer le camp où se trouvent les blessés et les malades. Confronté à son incapacité à contenir l'ennemi, Parménion envoie des hommes prévenir Alexandre. Le conquérant se retrouve alors confronté à un dilemme. Doit-il poursuivre Darius et le vaincre une fois pour toutes comme il le souhaitait, ou bien doit-il venir en aide à ses troupes et sauver ses hommes? Après une longue hésitation, il laisse à nouveau le roi perse s'enfuir, frustré de le voir lui échapper une fois de plus. Parménion arrive alors à reprendre le dessus au moment où Alexandre apprend la nouvelle, car Mazaios abandonne ses hommes. Malgré sa position de force, il préfère abandonner le combat lorsqu'il apprend la fuite de son roi. L'armée perse n'a plus de commandant. Alexandre vient alors en aide à Parménion et sauve le camp. La bataille est gagnée. Il n'y a plus de danger. Il ne reste que des fuyards ou des prisonniers. Cette nouvelle victoire montre encore une fois la supériorité des compétences tactiques et du leadership d'Alexandre face au roi Darius. D'un côté, le conquérant mène le combat en première ligne aux côtés de ses hommes et riposte de manière stratégique, tandis que de l'autre, le roi perse prend la fuite malgré sa supériorité numérique et le choix d'un terrain avantageux. Alexandre a compris que l'armée perse était formée pour suivre et non pas pour diriger. Face à l'absence de leur chef, l'armée perse est désorientée et facile à vaincre. Sur environ 100 000 hommes, la moitié furent tués ou blessés face à une perte macédonienne de plusieurs milliers d'hommes. Grâce à ce nouveau succès, l'armée perse est définitivement vaincue et le conquérant se fait couronner roi d'Asie à Arbélès. Il arrive à Babylone, l'une des plus grandes cités de l'Empire perse, en recevant un accueil triomphal. Comme à son habitude, il honore les dieux locaux et ordonne la reconstruction des temples. La bataille de Gaugamélès marque la fin de l'expédition contre les Perses et les troupes de la Ligue de Corinthe regagnent la Grèce. Mais le désir de conquête d'Alexandre n'est pas terminé. Il se lance dans la poursuite de Darius et continue sa marche vers l'Est.